Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Comme d'habitude, on commence avec le Fear and Greed Index, toujours à 9. Dans l'extrême peur, le Social Index, toujours bloqué à fond sur Up, et le Market Order Flow, actuellement dans le neutral. Je vous souhaite une excellente vidéo. C'était Zap Crypto. C'est bon, tout le monde a levé les bras en l'air et maintenant on pourrait potentiellement faire la même chose. Donc personnellement, idem, hein. Les souvenirs, c'est ce qui nous tue. On va ignorer le trauma récent et on va dire que depuis le 19 juin, on est en tendance haussière et c'est globalement mon play potentiel. Alors, en réalité, on est probablement dans un range qui pourrait nous faire à peu près la même chose que celui-là jusqu'à ce que soit les gens restent permabères, refusent de penser que ça va monter et sont prêts à vendre tous les rebonds, shorter tous les rebonds et on donne du jus jusqu'à un vrai move haussier. Soit les gens sont bulles dans la partie haute du range et bear dans la partie basse du range, ce qui ne m'étonnerait pas. Hein. Ça ne m'étonnerait pas qu'on fasse un petit peu pareil que sur les 30 000, hein, parce que les 20 000 c'est un niveau psychologique. Ça ne m'étonnerait pas que les gens, dès qu'on passe sous les 20 000, commencent à être outrageusement bearish et empêcher potentiellement d'aller plus bas. Donc si jamais ça peut être long et chiant, comme je disais au VIP, c'est pas avec une bougie en 2 jours que je vais call des bottoms. Pour l'instant, je pense que on a suffisamment purgé pour permettre d'avoir les deux biais, du long, du short, du range. Maintenant, si vous enlevez l'impression monétaire, eh ben on voit autre chose. Je passe en weekly et on regarde ça. Hors inflation. Donc c'est le Fred hors inflation, hors impression monétaire, les comptes courants. Bah, félicitations, on a, mais de façon chirurgicale, clôturé exactement au-dessus de la précédente ligne de coût d'un précédent W trimestriel hors inflation. C'est ça qu'il faut regarder. Parce que ceci est en réalité plus vrai qu'avec le DXY d'un dollar fort. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez, ici, on a bien touché la ligne de coût. Mais c'est chirurgical. Et vous allez me dire, Hermès, ouais, Hermès, t'es gentil, mais avant, on ne l'avait pas fait. Pourquoi on ne l'a pas fait, là? Bah, on revient juste, en fait, le 21 juin 2021. On y va? 21 juin 2021. 21 juin 2021. En réalité, la valeur du dollar, ou la force du dollar, la réelle valeur du dollar de façon d'indice, a pris 13% depuis le 21 juin 2021. Je suis dubitatif. Donc, on attend toujours des choses. Non, alors évidemment, si le dollar continue à s'apprécier, etc., je ne dis pas le contraire, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais dans l'idée, d'un point de vue purement chartiste, c'est chirurgical. C'est chirurgical. Si vous vouliez qu'on pose un bottom exactement sur la ligne de coût d'un précédent W trimestriel, bah à ce moment-là, ici, n'est potentiellement pas une mauvaise idée hors inflation et hors impression monétaire. Alors, 7 baromètres pour voir venir la fin du bear market. Le premier, vous avez sous les yeux le Bitcoin ATH Drawdown, c'est-à-dire la représentation graphique du pourcentage de chute du Bitcoin par rapport à son record historique. Ici donc sur l'axe des ordonnées, c'est un chiffre en pourcentage. En 2011, le marché a fait son point bas après avoir perdu 93% depuis les records historiques. En 2015, moins 80% depuis les records historiques et le marché a fait son point bas. En 2018, c'était les moins 80% depuis le record historique. Et donc on peut faire de l'analyse chartiste. Et donc là, nous aurions un support à moins 79% par rapport au record historique. Dites-vous bien que la mèche que le marché a fait ici, sur les 17 800 $, eh bien, c'est à peu près moins 75%. En fait, nous sommes allés par ici. Nous sommes allés jusqu'ici, mais pas en clôture. Est-ce suffisant? C'est pour ça que là, nous avons un rebond technique court terme. Est-ce pour autant la fin du bear market? Selon ce premier indicateur, c'est quelque part entre le feu orange et le feu vert. Donc, patience. Mais voilà, on arrive vraiment, on a fait l'essentiel du chemin. Alors, si on devait toucher cette trendline, c'est un Bitcoin à 14-15 000. Deuxième baromètre, le ratio entre l'or et le Bitcoin.
Vous avez sous les yeux un ratio, une fraction. Au numérateur, l'or, XAUUSD. Au dénominateur, le Bitcoin, BTC-USD All-Time History Index. Depuis 10 ans en hebdomadaire, W pour weekly. Eh bien, le marché a rejoint une superbe résistance chartiste. Cela signifie donc que le ratio a une bonne probabilité de se replier. Si le ratio se replie, c'est que le numérateur sous-performe et que le dénominateur surperforme. Tous les replis du ratio XAUUSD correspondaient à un point bas du Bitcoin à long terme. Nous en sommes... Alors, elle n'a pas été testée précisément, donc c'est pour ça. On est très proche. En gros, là, on est en rebond technique, ça va se replier un petit peu, mais c'est possible qu'on aille encore la chercher après. Ça fait du 14-15 000 encore. En fait, beaucoup de choses donnent les 14-15 000 $. Bon, ou l'intervalle 15-20 000. Alors, on a fait 17 800. Est-ce que c'est fait? Je ne sais pas, mais vous voyez, on est proche du truc, on est proche du schmilblick. Voilà le deuxième indicateur à surveiller. On va commencer par le 3 jours, la time frame que personne ne regarde mais qu'il faut regarder. On a ici le MA666. Qu'est-ce qu'il fait ce MA666? Le hasard. Eh bien, historiquement, si on regarde là, qu'est-ce qui se passe? Crash Covid, clôture pile poil sur le MA66, le hasard. Et ici, crash 2018, clôture légèrement plus bas que le 666, ensuite on rebondit. Et ensuite rebond pile poil sur le 666, le hasard une fois de plus. Et si on recule, il n'y a plus de 666. Fort dommage, fort dommage. Dans tous les cas, pour l'instant, on a 3 backtests assez convaincants ici. 1, 2 et 3. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a pété le 666 à la baisse avec une clôture. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ici le 666 devient résistance. Attention, d'accord, donc maintenant c'est une résistance, c'est plus un support ou quoi que ce soit. La bonne nouvelle sur le RSI, c'est qu'on a pas mal de supports ici. D'accord, support. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 retests pour l'instant. Avec un 5e rebond potentiel. On a eu un petit fake out ici en mai 2021, mais ensuite directement réintégration dans le RSI. On peut également voir une compression sur le MACD depuis mai 2021 ici. Le MACD qui va bientôt breakout d'un côté, ça c'est seulement sa chaîne CryptoSauce que vous voyez ça. Qu'est-ce qu'on peut voir également 3 jours ici? L'ATH 2017, c'est ici, c'est ce niveau rouge vers les 20 000. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Grosse tige à la baisse, pas de clôture et pour l'instant se fait rejeter à la hausse. Actuellement on est sur les 21 293 $. Pour l'instant l'ATH 2017, un niveau à ne pas sous-estimer puisque on n'a pas réussi à clôturer en dessous en semaine lit, ni en 3 jours pour l'instant, puisque là on se fait rejeter en semaine et en 3 jours à la hausse. Bitcoin logarithmique en jour si on prend support-résistance ici, jolie résistance, support. Alors un support qui va de plus en plus bas, oui, mais si on prend ici ce support diagonal, qu'on fait une copie, un clone, hop, et qu'on met ça ici légèrement plus haut, qu'est-ce qui se passe? Ça fait une sorte de range avec un gros support ici sur cette ligne rouge. Actuellement, donc si on clôture aujourd'hui, ce qui ne va pas arriver, en tout cas je pense. Bon. Dans tous les cas, il y a un problème avec cette histoire de tout le monde qui veut le bottom. C'est la taille de position. Donc ça veut dire que les gens sont quoi? Ils sont greedy ou fearful? Greedy. Il n'y a pas de bottom quand les gens sont greedy. On est greedy après une chute de 80%. J'ai jamais vu ça. Sérieusement, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu de bull market, enfin de bear market aussi violent. Bon après, j'ai pas 1000 ans d'ancienneté dans les marchés, mais bon a priori quand même c'est quand même assez fort. Je n'ai pas vu de bear market assez violent, mais je n'ai jamais vu aussi de bull aussi têtu. Hein, ça veut dire de narratif haussier, ouais ça va monter, ça veut dire on se prend 80% dans la gueule, allez all-in. Voilà, c'est... Mais putain, mais ils abandonnent quand quoi? Ça ne peut pas arrêter tant qu'ils n'ont pas abandonné. Tant que il n'y a plus que 10 vues sur la chaîne, votre chaîne préférée. C'est comme ça, quoi. C'est comme ça. Je suis désolé, mais putain, ça va être dur. Ça va être dur. Le seul moyen de survivre, ça ne peut pas être dans un aspect moutonnier. Vous ne pouvez pas survivre en trading et encore moins dans les cryptos avec un côté moutonnier. Alors, pour ETH, c'est la même type de structure, ETH USD. Je vous invite à relever le rôle de la sortie par le haut de la zone de survente. Ici, vous avez donc l'indicateur technique RSI. Alors, partout apparaissent des divergences sur l'indicateur technique de MACD. Mais vous avez surtout
Et c'est vraiment, le créateur du RSI nous le dit, hein, les sorties par le bas de la zone de surachat sont des signaux de vente sur les prix. Ça a été très propre ici sur ETH-USD. Les sorties par le haut de la zone de survente, c'est le niveau des 30 sur les RSI, sont des signaux soit de rebond technique, soit de renversement haussier. Ici, ce fut un rebond technique. Là, j'espère au moins donc un rebond technique. L'équivalent des 22 800 du cours du Bitcoin, ce soit les 1260 $ en objectif de rebond technique. Et si vraiment ça prend corps, les 1529 qui sont en fait l'ex-ATH, le marché a basculé en dessous. Hein. C'est cet énorme niveau sous lequel le marché a basculé. Déjà, revenir le tester serait presque inespéré. Bon, là aussi, hein, prudence. On a un avalement haussier de corps en terminologie japonaise en prenant les corps des bougies du 18 et du 19 juin. Tout sera bien sûr lié donc à ce que fera le BTC, car ceux-là vont suivre. Et l'autre bonne nouvelle, les gars, c'est du côté de ProShare. Ils nous ont partagé le fait, et je vais vous montrer tout de suite l'article, puisque je vous l'ai partagé hier sur Twitter, et je vais vous expliquer pourquoi je considère que c'est une bonne nouvelle. Il y a ProShare qui lance le premier ETF qui permet de shorter le Bitcoin, c'est-à-dire de parier à la baisse. Et souvenez-vous, les gars, la dernière fois qu'il y a eu la sortie d'un ETF, et c'est Paul de Crypto Formation qui en parlait très bien sur ce tweet, c'est pour ça que je l'ai repris ce matin, il y a, quand ils avaient sorti le BITO, tout simplement cet ETF, ça a été à peu près un mois avant le top du BTC, donc qui était le 14 novembre, et le BITO, il est sorti le 19 octobre, vous voyez, je ressors cet article, il est sorti le 19 octobre, donc c'était un mois, avant le top du BTC. Et donc là, on sortirait potentiellement un ETF, on sort un ETF qui permet de shorter le marché. Et pourquoi c'est une très bonne nouvelle, les gars? Tout simplement parce qu'il y a pas mal de gens qui vont se dire, bon bah le BTC, tout le monde est en train de dire que ça va baisser, il est passé sous les 20 000 $, il y a les médias qui commencent à le marteler. Et donc il y a pas mal de gens qui vont se dire, c'est le moment de shorter les BTC, il va crever. C'est des gens qui connaissent pas la blockchain, qui connaissent pas le système et qui se disent, bon bah on va spéculer à la baisse parce que là c'est surtout va s'effondrer, pardon, il y a la guerre, il y a l'inflation, il y a tout ça, etc. Et en fait, souvenez-vous, le marché, il peut pas faire gagner tout le monde. Donc, à partir du moment où il y a pas mal de gens qui vont se positionner en short sur le BTC, vouloir parier à la baisse, eh ben, c'est justement à ce moment-là que le marché pourrait se retourner et repartir très très fort à la hausse. Et c'est pour ça, les gars, que je considère que c'est une excellente nouvelle. Si on regarde le chart qui s'affiche devant vos yeux à l'instant, eh bien c'est les récessions qu'on a eues au cours des dernières années. Quand vous voyez les zones grises, ces zones grises, c'est les récessions, les périodes de récession. Vous voyez quand même que globalement, sur la surface totale du graphique, eh bien il n'y a quand même pas grand-chose qui est en gris. Ce qui veut dire que ça dure relativement court terme et donc il y a quand même pas mal d'espoir. Il y a plus d'espoir que de côté négatif. Et c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui, c'est que franchement, il faut quand même essayer d'être un tout petit peu optimiste. Alors je sais, c'est dur, les performances sont compliquées, les marchés se sont fait laminer, on n'a pas fini de baisser probablement, mais aujourd'hui la bonne nouvelle c'est que quand on regarde les graphiques, si vous regardez le S&P 500 ici, vous regardez tout en bas, vous regardez les stochastiques sont clairement survendus. Le Nasdaq c'est pareil, stochastique hyper survendu. Ça laisse supposer qu'à très court terme, on pourra avoir un rebond. Ça ne veut pas dire que c'est terminé, ça ne veut pas dire qu'on a fait les plus bas et que maintenant on va repartir, mais on a commencé à purger les choses. On commence à voir un petit peu plus clair et à se dire que finalement, récession, oui, il pourrait y avoir, mais en fait, c'est pas la fin du monde. Il faudra juste utiliser cette zone de récession pour commencer à se dire peut-être que ça va aller mieux. Il faut savoir aussi que finalement, quand la Fed vient commencer à dire maintenant, je vais arrêter de monter les taux ou je vais légèrement baisser les taux parce que l'économie va mal et que l'inflation a commencé à baisser, à ce moment-là, ce sera probablement les zones de bottom où on pourra commencer à se dire c'est bon, on peut commencer à revenir et à envisager un investissement sur le plus long terme. On va bien évidemment jamais choper les plus bas, ça n'arrive pas. Alors oui, on l'entend souvent des gens qui disent « Oui, moi j'ai vendu au plus haut, oui, moi j'ai racheté au plus bas ». Bon, en général, c'est des menteurs, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a toujours des gens qui sont obligés de faire les malins pour dire « c'est arrivé ». Donc on n'achètera pas au plus bas, mais on peut quand même commencer à essayer de penser un petit peu plus de manière plus optimiste pour voir un petit peu plus loin. Alors je dis pas qu'il faut acheter aujourd'hui, je dis pas qu'il faut vendre votre grand-mère pour commencer à réinvestir maintenant tout de suite dans les marchés, mais je dis simplement qu'on arrive quand même quelque part dans une zone où on peut commencer à se dire que ça va s'arrêter.
Et on va effectivement creuser ensemble dans quelques minutes ces sujets de monnaie numérique de banque centrale. On va aussi parler des stablecoins euro. On a vu Circle annoncer son stablecoin, une entité donc américaine qui détient l'USDC arriver sur le marché euro. On va voir un petit peu la place que ça a et puis on va échanger aussi sur ce marché qui baisse un petit peu, beaucoup, avec des risques et bien sûr de la régulation européenne puisque le trilogue en ce moment même travaille sur ces sujets-là. On va échanger sur tous ces sujets. Avant d'aller justement un petit peu plus loin, je voulais avoir votre avis, votre analyse sur les crypto-monnaies. Alors, pas sur le cours technique, c'est pas le sujet, mais plutôt sur la perception que vous avez de cette classe d'actifs qu'on a parfois du mal à catégoriser. Comment vous la percevez, vous, à la Banque de France ? Oui, alors je crois que le sujet pour nous est en fait un sujet qui est déjà assez vieux. Alors ça peut paraître un petit peu surprenant de dire ça, mais on s'y est intéressé depuis en fait 2012. À l'époque, on avait collectivement, avec la Banque Centrale Européenne, avec les autres banques centrales, analyser ce qu'on appelait les virtual currencies, les monnaies virtuelles. Donc c'était le nom qui était donné à ces objets. On avait le Bitcoin principalement, mais on en avait d'autres à l'époque aussi, qui étaient en train d'émerger, de devenir un phénomène à part entière. On avait aussi, du côté de la Banque de France, émis un certain nombre d'alertes sur une classe d'actifs qui, pour nous, finalement, était très spéculative. Et donc on avait clairement appelé à de la réglementation pour encadrer cette classe d'actifs spéculatifs, de façon à ce qu'il y ait des processus, des mesures de protection du consommateur, de l'investisseur, beaucoup aussi de volets sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Et donc voilà comment on a abordé le sujet dans un premier temps, dans le tout début des années 2010. Je pense qu'après, on est aujourd'hui dans une deuxième phase, depuis déjà quand même 3 ans à peu près, dans une phase qui a été finalement initiée par ce que Facebook Libra a fait finalement dans le domaine, c'est-à-dire de dire, nous on est une plateforme numérique avec une empreinte de 2,5 milliards d'individus, c'était un tout petit peu moins à l'époque, on a la capacité d'avoir une monnaie privée, numérique, digitale comme on pourra dire, sur notre plateforme, et on va donc garder nos utilisateurs dans un écosystème fermé. Là, clairement, c'est passé dans une autre dimension. Ça vous a fait peur ? En fait, la problématique, c'est que c'est finalement mettre dans le domaine privé quelque chose qui est typiquement du ressort d'un État ou d'une banque centrale. Et il faut bien comprendre que la monnaie, c'est pas quelque chose d'aléatoire. En fait, si on regarde la monnaie, quel est son usage, quelle est sa valeur dans la tête des gens, je pense que les gens sont toujours plus confiants par rapport à une banque qu'à une plateforme numérique. C'est quelque chose, un phénomène que l'on voit toujours. On confiera plutôt son argent à son banquier plutôt qu'à une plateforme numérique. Bon, on arrête tout. Les cryptos, c'est de la merde. Ouais, ça vaut rien. C'est de la merde. Ça n'a aucune valeur. Ça ne repose sur rien. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne. Elle doit savoir ce qu'elle dit, hein. On peut certainement lui faire confiance. Elle sait de quoi elle parle. Elle s'y connaît en trucs qui valent rien. Bah oui, l'euro, c'est de la merde aussi, non? Bon, plus sérieusement, je suis pas d'accord avec elle, tu t'en doutes. Et je me doute aussi que toi, t'es pas d'accord avec elle non plus. Et moi, je me suis dit, si Christine, elle a raison, ça veut dire que les banques, parce que les banques, quand on parle d'argent, elles sont là quand même. Si Christine dit vrai, les banques, elles s'en fichent complètement des cryptos. Elles investissent sûrement pas dedans, parce que ça vaut rien. Du coup, je suis allé regarder du côté des banques. Qu'est-ce qu'elles font, les banques? Bizarrement, les banques, elles sont pas d'accord avec Christine, on dirait. Les banques semblent penser que les cryptos, c'est quand même l'avenir. Désolé, Christine. Du coup, c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo, et je vais te présenter plein d'initiatives des banques classiques, qui se tournent complètement vers la crypto. La Corée du Sud, les développeurs de Terra n'ont plus le droit de quitter le territoire. C'est encore l'affaire Luna, hein, malheureusement. Le feuilleton de l'été est encore parmi nous, quoi. C'est les employés et les développeurs de Terra qui seraient pas assignés à résidence, mais en tout cas, ils sont interdits de quitter le pays. Le temps que les investigations mais continuent. ils rigolent pas, les Coréens. Ils rigolent absolument pas. Ils sont pas là pour blaguer, j'ai l'impression. C'est peut-être pour ça que Do Kwon avait mis le siège social de sa boîte à Singapour. C'est peut-être parce que les Coréens, ils rigolent pas du tout et que le mec s'était dit, tu sais, au-delà des impôts ou quoi, il s'était dit, s'il y a un truc qui tourne mal, vaut mieux que ça se tourne mal à Singapour qu'en Corée. Enfin, là, je fabule, peut-être qu'ils sont un peu plus souples à Singapour, mais ça m'étonnerait parce que pour connaître un peu la culture des gens de Singapour, ils rigolent pas non plus du tout là-bas. C'est pas un pays où tu vas rigoler, c'est le pays le plus propre au monde. Tu jettes un truc par terre, gros, il y a une caméra qui te voit, et limite, il n'y a pas un agent qui apparaît derrière toi en mode tching,
Et il te dit bon, ça messieurs, vous ramassez et voilà l'amende. Merci, au revoir. L'étau se resserre, j'ai l'impression, autour de lui. S'il pensait être à l'abri de quoi que ce soit, je vois que ce n'est pas le cas. Bah, c'est très bien. Et on continue avec les acteurs crypto en difficulté avec le protocole Solana qui est dans une position périlleuse à cause d'une baleine qui a une très grosse position. En effet, sur ce protocole de finance décentralisée, on a une baleine qui a réalisé un emprunt de 108 millions de dollars en USDC et en USDT, et pour garantir cet emprunt, il y a un collatéral de 5,7 millions de sol, soit l'équivalent de presque 200 millions de dollars au cours actuel. Et si le cours du sol venait à chuter sous les 22,3 dollars, sa position se ferait liquider et pourrait mettre en défaut le protocole en même temps, car cette baleine représente 95% des dépôts en sol sur la pool de liquidité. Et je précise que dernièrement, le token sol avait fait un point bas aux 25,8 dollars et qu'il vaut actuellement 34 dollars. Et en plus de mettre en difficulté le protocole, cette liquidation pourrait entraîner une baisse violente du prix du sol qui entraînerait un effet de contagion sur l'ensemble de l'écosystème Solana. À savoir que les équipes du projet ont tenté de rentrer en contact avec la personne derrière cette adresse afin de trouver une solution, mais il semblerait qu'à l'heure actuelle, ils ne parviennent pas à rentrer en contact avec la personne. Et étant donné qu'ils n'ont pas réussi à contacter la personne, la DAO avait fait passer hier un vote qui donnait la possibilité aux développeurs de contrôler exceptionnellement le compte. En effet, une proposition validée par la communauté aurait permis de bonifier le smart contract pour que les développeurs puissent prendre le contrôle du compte pour exécuter la liquidation over the counter, c'est-à-dire en dehors du marché pour éviter que le cours du token SOL soit affecté. À savoir que, malgré le fait que ces pouvoirs exceptionnels auraient été immédiatement retirés une fois que le danger aurait été écarté pour Solana, cette décision a vivement fait débat sur Twitter, avec une partie qui considérait qu'il s'agissait d'un mal nécessaire, et d'autres personnes qui considéraient que ce genre de pratique est totalement contraire à la nature même de la finance décentralisée. Et donc au final, aujourd'hui, un nouveau vote proposant d'annuler le vote précédent a été proposé, et au final, la communauté a voté à 99,8% pour que les développeurs ne puissent pas liquider la position. Bref, les équipes du protocole Solana sont de retour à la case départ, et ils sont actuellement à la recherche d'une solution alternative. Et bien sûr, affaire à suivre dans Daily Crypto. Quelque chose d'assez drôle aussi que j'ai vu, il y a une conférence, une sorte de conférence à New York en ce moment sur les NFT, et il y a eu cette manifestation que j'ai trouvé assez drôle. Regardez les panneaux dans les manifestations: Dieu déteste les NFT, Vitalik et l'Antéchrist, plein de choses très drôles, anti-MetaMasker. Donc c'est censé être des personnes qui manifestent contre les NFT, mais ça a l'air plus d'être une parodie de manifestation, parce qu'on voit des pubs en fait pour les NFT dans la manifestation, comme Adam Bomb Squad. Donc c'est sûrement par exemple un des projets qui est à l'origine de cette manifestation, mais voilà, petit clin d'œil assez sympa. Au niveau du président du Salvador, il y a un petit feuille qui commence à se faire, un peu comme ce qui se fait sur Michael Saylor et MicroStrategy, puisque vous le savez, ils ont dit publiquement qu'ils achetaient des bitcoins, et lui c'est pour le coup le premier pays du monde à avoir accepté le bitcoin comme moyen de paiement, et du coup il dit qu'il n'est pas du tout prêt à faire banqueroute. Déjà de 1 parce que pour faire banqueroute il faudrait déjà accepter la perte, il dit. Donc tant qu'ils n'ont pas vendu les bitcoins, en soi il n'y a pas de perte. Donc là il est sur une moins-value, ça c'est sûr. Par contre une moins-value de 55%, ce qui équivaut à 58 millions de dollars. Le ministre des Finances, lui, il dit que c'est environ 40 millions de dollars et pas 58, mais bon. Ici, j'ai trouvé un site très intéressant qu'ils ont mis dans l'article. En gros, vous avez le portefeuille, du coup, ils l'ont appelé Nayib Bukele portefeuille. Alors, c'est plutôt le portefeuille du Salvador, là, pour le coup, où vous avez tous les achats qu'il a effectués, et du coup, vous avez aussi sa moyenne de prix. Donc, on voit ici, en vert, c'est la moyenne de prix. Donc, il a actuellement un prix moyen sur tous les achats qu'il a effectués de Bitcoin de 45 000 dollars. Il a un prix total un nombre total de Bitcoin de 2300 Bitcoin. Et vous voyez ici, chaque achat est noté. Ça avait commencé le 9 mai 2022, non pardon, le 6 septembre 2021, c'est mieux, avec 200 bitcoins qui avaient été achetés pour un prix moyen de 51 000 dollars. Donc c'était quand même pas mal cher finalement. Il avait commencé ici, vous voyez, assez haut sur le prix du BTC. On a vu ensuite la fin du bull run, donc là il était plutôt en positif, et depuis malheureusement il y a la chute du BTC. Le dernier achat de Nayib, c'était on va aller voir, du coup c'était le 9 mai 2022, 500 bitcoins pour 30 000 dollars environ.
Mort, hein, 250 € le pavé Stream Deck, hein. Ça vaut plus rien du tout. Tiens, c'est intéressant, je vais l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Bon, peut-être récupérer un petit peu d'or, on ne sait jamais, s'il y a un millième de gramme, ça pourra rembourser un peu le Stream Deck. Et finalement, on a aussi Snoop Dogg qui vient de déposer la marque Uncle Snoop pour vendre des vêtements, des NFT et également du cannabis virtuel. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.